Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Simon Rondeau, alias Melvac, le vulgarisateur de type océan. Si vous ne vivez pas dans une grotte depuis 30 ans, vous avez certainement dû entendre parler que nos émissions de CO2 sont aujourd'hui à l'origine d'un changement climatique affectant l'entièreté de notre planète. Cela se manifeste notamment sur Terre, à travers l'apparition d'événements extrêmes beaucoup plus fréquents, mais il faut savoir que cela est également le cas, loin de nos yeux, au milieu de l'océan. Augmentation de la température de l'eau, acidification, pénurie d'oxygène et j'en passe, le monde marin fait actuellement face à une myriade de changements rapides auxquels il n'est pas préparé. Cependant, toutes ces perturbations ne bénéficient pas de la même couverture médiatique. Il est par exemple beaucoup plus spectaculaire de parler du blanchiment des coraux plutôt que du changement de la composition chimique de l'eau de mer. Là par exemple, si je vous dis que cette eau récoltée il y a 10 ans dans une mer est différente de celle qu'on vient de prélever là maintenant au même endroit, eh ben ça va vous faire une belle jambe, hein, mais rien de plus. Pourtant, ces changements ont des conséquences très graves pour le monde marin. Il existe par exemple des zones dans l'océan où ces modifications provoquent de gigantesques famines. Cela survient notamment quand l'eau de mer s'appauvrit en certains éléments, comme les nitrates, le fer ou encore les phosphates, mettant alors à la diète une quantité phénoménale d'organismes minuscules qu'on appelle le phytoplancton. Alors qu'est-ce que ça peut nous faire, me diriez-vous? Des microbes marins se retrouvent en difficulté, et après? Eh bien après, on peut se retrouver avec une ribambelle de réactions en chaîne, tout sauf inoffensif. Le phytoplancton est en effet à la base de nombreuses chaînes alimentaires marines. C'est en un sens l'une des fondations de la vie dans l'océan. Une fondation qui aujourd'hui est tranquillement en train d'être déstabilisée à grands coups de CO2. Dans ce contexte, il est donc impératif de s'intéresser aux réponses de ces micro-organismes face au changement climatique, ainsi qu'à leurs possibles capacités d'adaptation. Tout va-t-il s'effondrer? Certaines espèces vont-elles réussir à changer leurs habitudes ou leur fonctionnement pour survivre à l'océan du futur? Eh bien cela est tout sauf une question simple. Et pour en parler, je suis aujourd'hui à la station biologique de Roscoff pour vous faire comprendre comment il pourrait être possible de lire l'avenir grâce au plancton. Située au nord de Brest, la petite ville côtière de Roscoff accueille l'une des plus vieilles stations marines de France, dans laquelle j'ai eu la chance d'étudier durant près d'1 an. Au sein de celle-ci, il y a plusieurs laboratoires, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le travail d'une équipe bien spécifique qui s'intéresse au plancton végétal, et plus précisément au pycophytoplancton. Le pycophytoplancton, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un groupe d'organismes passionnants qui rassemble les plus petits végétaux du monde. En effet, ceux-ci ne mesurent qu'entre 1 et 2 micromètres, c'est-à-dire qu'ils sont 50 fois plus petits qu'un simple cheveu. Autant vous dire que durant très longtemps, tous ces organismes planctoniques, ils sont passés inaperçus sous nos radars. Ce n'est en effet que vers la fin des années 70 que les scientifiques découvrirent leur existence, en mettant notamment en évidence des bactéries très particulières qu'on appelle les Synechococcus. C'est notamment ce que vous pouvez observer dans ces échantillons provenant des laboratoires de Roscoff. Ces micro-organismes, ces Synechococcus, colorent l'eau de mer d'une manière assez spectaculaire. Toutefois, ces bactéries sont très loin de n'être que de simples colorants océaniques. Car des côtes jusqu'au large, ou encore de l'équateur jusqu'aux eaux subpolaires, chaque goutte d'eau peut en contenir plusieurs milliers. Sous leurs airs de petites cellules insignifiantes, les Synechococcus sont donc en réalité l'un des plus grands conquérants des 7 mers. Mais alors, comment de si petits organismes ont-ils réussi à s'implanter dans tous les océans? Eh bien la réponse est simple, ils possèdent une large panoplie de super-pouvoirs dont nous avons pris connaissance en étudiant leur ADN. C'est un travail qui est notamment effectué par des scientifiques de la station biologique de Roscoff. En étudiant leur matériel génétique, ils ont réussi à comprendre comment les Synechococcus survivent dans des eaux tout sauf hospitalières. Prenez par exemple la Méditerranée. Derrière un climat relativement agréable, se cache en réalité une zone fréquemment sujette à pénurie de certains nutriments comme le phosphate. Eh bien, les Synechococcus présents dans ces zones se sont adaptés pour être capables d'assimiler le peu de phosphate disponible ou en obtenir via l'utilisation d'autres molécules. Prenez par ailleurs l'océan Pacifique, où cette fois-ci c'est le fer qui est présent en quantité infime, alors qu'il est indispensable pour le développement du phytoplancton. Et bien encore une fois, les Synechococcus présents dans cet océan se sont adaptés et ont trouvé une parade, stocker au maximum le fer dans leurs cellules et réduire son utilisation au strict minimum. Et encore, là je ne vous parle que de la nutrition.
Il existe également des Synechococcus capables de résister au froid en fluidifiant les membranes de leurs cellules, ou encore d'autres qui sont en mesure de changer de couleur en fonction de la coloration de l'eau de mer. En bref, ces bactéries marines, ce sont de véritables organismes survivors. Championnes de l'adaptation, nous savons aujourd'hui que les Synechococcus puisent leur pouvoir dans des gènes spécifiques qui leur permettent de survivre dans la plupart des océans de notre planète. Mais alors, une question survient. Comment sont-ils apparus ces gènes? Comment réussir à s'adapter localement aux caprices d'un océan? Eh bien, différents scénarios sont envisagés par les chercheurs. Premièrement, cela pourrait être causé par une série de mutations survenues dans le génome de ces bactéries. Ce type de modification génétique peut survenir de façon totalement hasardeuse et peut parfois finir par conférer un avantage pour survivre si la bactérie est chanceuse. Mais il existe également un deuxième scénario, et qui lui relève littéralement du plagiat biologique. Pour simplifier, en rentrant en contact avec l'ADN d'autres bactéries, les Synechococcus ont en effet la capacité de personnaliser leur génome en assimilant les gènes qui pourraient leur être profitables. Ce faisant, elles peuvent alors littéralement faire leur course dans l'océan et plagier les capacités d'adaptation de bactéries déjà adaptées au milieu qu'elles veulent coloniser. C'est en soi un pouvoir sacrément opportuniste, mais il faut le dire, qui reste sacrément efficace. Qu'il soit obtenu via l'intermédiaire d'autres organismes ou grâce au hasard, les super-pouvoirs de nos Synechococcus restent incroyables et intéressent désormais grandement les scientifiques. Car comme nous en avons parlé en début de vidéo, le bien-être des micro-organismes marins est aujourd'hui menacé par le changement climatique. Cela se manifeste notamment par l'apparition et l'agrandissement de zones pauvres en nutriments, qui semblent d'ailleurs déjà entraver la croissance du plancton végétal dans une grande partie de l'océan mondial. Or, comme nous en avons parlé tout à l'heure, les Synechococcus, ce genre de pénurie, eh bien ils savent déjà y faire face. De fait, les chercheurs pensent que des mécanismes d'adaptation similaires aux leurs existent probablement chez d'autres espèces de phytoplancton. À terme, en savoir plus sur les pouvoirs des Synechococcus pourrait donc nous aider à savoir quelles seront les réponses du plancton végétal face au changement climatique et ainsi permettre de prédire au mieux l'avenir de nos océans. Toutefois, il est impératif de garder en tête qu'ici, nous parlons de capacité d'adaptation aux conditions océaniques actuelles, et qui pourrait ne pas suffire si le changement climatique s'accélère un peu trop vite. Ces prédictions seront donc à interpréter avec une extrême prudence, mais demeureront très précieuses, car dorénavant, dans un océan en pleine mutation, chaque coup d'avance sur notre futur est désormais tout sauf négligeable.